Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous avez tous la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic pour l'UFC Fight Night 241, Edson Barboza contre Lerone Murphy. Mais avant tout, on va récap en rapide l'UFC On ESPN numéro 56. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait les amis, à lâcher un petit pouce sur la vidéo, ça fait plaisir. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens ils sont dans la description de la chaîne. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner pour me donner de la force. Comme je le répète souvent, je ne suis pas youtubeur professionnel. Moi, je fais ça uniquement par plaisir, pour partager avec vous sur le MMA. Et voilà. Si vous voulez me remercier, la meilleure façon, c'est de vous abonner à la chaîne et surtout de lâcher un pouce ou même un commentaire sur la vidéo, les amis. C'est ce qui m'aide pour le référencement. Et un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Merci les frérots, vous faites plaisir. Et on retrouvait du coup 6 combats sur la carte principale de l'UFC On ESPN numéro 56. En premier, on avait un combat poids lourd, Waldo Cortés Acosta contre Robelis Despain. Je vous avais conseillé de choisir Despain, lui qui était invaincu en 5 combats de MMA et qui surtout avait eu moins de 30 secondes pour terminer ses 3 derniers combats. Par finish au premier round, j'en avais parlé dans la vidéo, quand on a ce genre de combattants, voilà, on a peu d'infos sur eux si ça dépasse le premier round. C'est ce qui est arrivé pour Robelis Despain d'Acosta. Acosta, il a été intelligent. Il a utilisé la lutte, il n'a pas hésité à emmener Despain au sol parce que debout, les 20 premières secondes, ça a été la furie. Il aurait bien pu prendre un KO. Mais il a été intelligent, il a su emmener au sol et Despain sur le dos. Syndrome de la tortue, malheureusement, il n'a pas su se relever ni bouger. Même ses jambes, il ne faisait pas grand-chose. Il attendait que le temps passe, malheureusement. Donc voilà, c'était un peu... la hype est un peu retombée pour Despain, malheureusement. Donc erreur pour le premier prono. Despain, il va falloir qu'il bosse vraiment son sol s'il veut pouvoir aller plus loin dans cette catégorie poids lourd, parce que passer un certain moment dans le top des meilleurs combattants poids lourd, il y a forcément un peu de lutte, et s'il veut pas que ça lui fasse comme Cyril Gane et d'être surpris à un moment donné où il tombera contre un gros lutteur, va falloir taffer. Ensuite, en deuxième combat, on retrouvait catégorie featherweight Alex Caceres contre Shot Woodson. Je vous avais conseillé de choisir Shot Woodson, Caceres qui avait beaucoup de défaites dans sa carrière, souvent par décision. Alors c'était souvent parce qu'il se retrouvait au dos, sur le dos au sol face à des lutteurs. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Woodson, il a accepté d'échanger uniquement debout contre Caceres. Et autant il avait un peu l'avantage au début, autant Caceres, il a commencé à prendre la mesure du combat. J'ai trouvé de plus en plus au fur et à mesure que le combat avançait. Alors Woodson a remporté le combat par décision unanime, mais sincèrement, je voyais quand même une split decision moi plutôt, et Caceres il aurait mérité quand même un split même s'il perdait, parce que pour moi il avait clairement remporté le deuxième round. Ça avait été compliqué pour Woodson. Après Woodson a eu plus de frappes significatives, mais c'était quand même un combat très très serré de striker, et Woodson avec son grand gabarit, mine de rien, il manque un peu de punch dans cette catégorie, et Caceres il a bien failli lui faire payer très cher sur les enchaînements. C'est lui qui était le meilleur, qui mettait le plus en danger je trouvais quand même, donc Woodson s'en sert bien avec cette victoire par décision unanime. Donc on retrouvait un pronostic de bon pour celui-ci, donc on était un de bon et un de raté pour les deux premiers. En troisième combat, catégorie lightweight, on retrouvait Carlos Diego Ferreira contre Mateusz Rebecki. Je vous avais conseillé de choisir Rebecki. Je pensais que Ferreira, qui est en fin de carrière, quasiment quarantenaire, mais l'expérience a parlé, Rebecki, il a quand même réussi à dominer le premier round. Sur les premiers échanges de striking, il a même réussi à envoyer Ferreira au tapis. Il a bien failli le terminer. C'est pas passé loin que l'arbitre stoppe le combat, mais Ferreira, fort de son expérience, de son sol, il a réussi à s'en sortir, et dans le deuxième round, il a commencé à prendre l'avantage sur Rebecki en le touchant avec ses poings, avec une boxe plus en ligne, et en envoyant plusieurs enchaînements, il a réussi à fermer quasiment les deux yeux de Rebecki. Et le troisième round, ils étaient un round chacun, mais Mateusz il partait moins favori, sachant qu'il avait perdu le deuxième round. Ça commençait à devenir compliqué pour lui. Et il a tenté un takedown, il a réussi à emmener Ferreira au sol, mais ça s'est retourné contre lui. Le jiu-jitsu du Brésilien était supérieur à la lutte de Rebecki, et il a fini même par être arrêté. C'était quasiment à 9 secondes de la fin du troisième round, donc défaite par KO technique pour Rebecki malheureusement. Ferreira montrait qu'il en avait encore sous le coude et qu'il avait encore un menton à 39 ans. On retrouvait ensuite catégorie light heavyweight, Alonso Menifield contre Carlos Ulberg. Je vous avais conseillé de choisir Ulberg. Je pensais que son striking pourrait faire la différence face à Menifield. C'est ce qui s'est passé, et Menifield s'est jeté comme un malade dès le gong sur son adversaire en essayant de le toucher immédiatement. Alors je crois qu'il a touché Ulberg sur un coup, et Ulberg il dit après que ça l'a réveillé.
Et il a envoyé immédiatement Menifil contre la cage. Il lui a mis deux énormes coups à la tête. Il s'est pris un crochet en haut du crâne. Menifil, il est tombé au sol de façon assez brutale, ce qui fait que l'arbitre a stoppé immédiatement la rencontre après 12 petites secondes. Donc victoire de Hülberg de façon spectaculaire. J'étais assez partagé sur ce combat parce que Menifil, il a le power punch pour éteindre n'importe qui dans sa catégorie. Mais ouais, je me disais que le striking d'Hülberg, plus efficace, pourrait faire la différence. Et c'est ce qui s'est passé, même si ça n'a duré que 12 petites secondes. Ensuite, on était donc à 2 sur 4, 50-50. Et ça s'est malheureusement très mal terminé pour le co-main event et le main event. Je vous avais conseillé de choisir Ruziboev et Nascimento. J'avais choisi les deux non favoris. Je voulais tenter les grosses cotes. Ruziboev parce que je pensais qu'il pourrait s'en sortir face à Buckley. Je le pensais plus complet et au final c'est Buckley qui a réussi à scorer des takedowns dans les 2 premiers rounds, même si pour moi à la fin des 2 premiers rounds Ruziboev était devant. Je pense qu'il se dirigeait vers une victoire par décision, mais il s'est fait toucher dans le 3e round et Buckley il a accéléré, il l'a pas lâché au sol. Et même à un moment donné Ruziboev, après avoir subi d'énormes coups en montée, il a réussi à s'en sortir, même à reprendre l'avantage au sol, mais il a voulu en faire un peu trop. Buckley a réussi à reprendre à nouveau l'avantage. Et au final, il a réussi à tenir jusqu'à la dernière seconde, mais ça a été compliqué. Il a bien failli se faire arrêter Ruziboev. Donc victoire de Joaquim Buckley par décision. Et je vous avais conseillé Rodrigo Nascimento. J'espérais qu'il serait capable d'éviter le KO contre Derek Lewis. Un peu comme la dernière défaite de Lewis. Voilà. Il a réussi dans le premier round, il a réussi un peu à la fin du 2e à tenir Lewis au sol. Il travaillait pas mal en plus avec ses frappes à Nascimento, mais malheureusement au 3e round il a subi la foudre debout. Lewis debout, il était largement plus à l'aise, plus en confiance grâce à sa puissance. Et Nascimento, il a pris le KO technique à la fin du 3e round. Et donc malheureusement avec les 2 grosses cotes tentées, c'était pas les bonnes. Fallait tenter celle de Ferreira et celle de Acosta. Je me suis planté, c'est un flop. Donc c'est un flop malheureusement et j'ai réussi un seul combiné de 2, celui de Hülberg et de Woodson. Le combiné de 6 n'est pas passé. J'avais aussi tenté un combiné de Ruziboev et Nascimento, c'est pas passé. Alors moi, vu que je suis assez prudent, j'ai rien perdu, puisque celui de Woodson et de Hülberg, ce que j'ai gagné avec, ça a comblé les déficits de mon combiné de 6 et de mon autre combiné de 2. Donc voilà, si vous faites comme moi les amis, j'ai fait une vidéo où j'explique comment parier sans prendre trop de risques sur les combats de MMA. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo, parce que vous voyez, même avec un échec de 2 sur 6, j'ai réussi à m'en sortir sans perdre d'argent. Donc voilà, un flop pour cette semaine. On va essayer de faire bien mieux la semaine prochaine. Donc on enchaîne sur l'UFC Fight Night 241, pardon, c'est parti. Et on enchaîne donc sur l'UFC Fight Night 240 qui se passera samedi prochain. Et on a 6 combats sur la carte principale. Et on retrouve en premier combat, catégorie strawweight féminin, on retrouve la brésilienne Luana Pinheiro contre Angela Hill. Alors la brésilienne, elle a 31 ans, 11 victoires pour seulement 2 défaites en carrière. Sur ces 11 victoires, elle a 2 finishes par KO technique, 5 par soumission et 3 décisions. Pour ses défaites, elle a pris 1 par décision et 1 par KO. Son dernier combat, c'est une défaite par KO technique, justement cette défaite, contre Amanda Ribas à l'UFC Fight Night 232, c'était au mois de novembre 2023. Sur la même année, en 2023, elle avait gagné par décision, split decision, contre Michelle Waterson Gomez à l'UFC 287. Si on remonte avant ça, en 2022, elle n'avait pas combattu, mais en 2021, elle avait eu 2 victoires. Une première, c'était par disqualification de son adversaire, qui avait envoyé un coup illégal. Et la deuxième, c'était une victoire par décision unanime contre Sam Hughes. Donc elle était sur une belle série de victoires à l'UFC, depuis les Dana White Contender, avant cette défaite qu'elle a subie contre Amanda Ribas, donc c'était au mois de novembre l'année dernière. Et elle est opposée face à Angela Hill. Alors Angela Hill, elle est américaine, c'est assez drôle parce que je suis sur Sherdog et c'est traduit en français, ils ont même traduit son nom, il y a écrit Angela Collin, n'importe quoi. Donc elle a 39 ans, 16 victoires pour 13 défaites en carrière. Grosse expérience avec beaucoup de défaites. Sur ces 16 victoires, elle a 5 KO techniques et 11 décisions. Pour ses défaites, elle n'a été soumise que 2 fois, elle a perdu 11 fois par décision sur ses 13 défaites. Donc Angela Hill, c'est plutôt le striking. Elle a un striking, je pense, qui est supérieur à Luana Pinheiro. Pinheiro, pour s'en sortir dans ce combat, il faudrait qu'elle essaye de coller Hill contre la cage, qu'elle essaye de lutter, de l'emmener au sol, mais je ne suis pas certaine qu'elle arrive vraiment à remporter ce combat de cette façon-là, sachant que
ça va être compliqué. Angela Hill a une très bonne défense de takedown. Et ça va être compliqué, je pense, pour la brésilienne parce qu'en striking, elle va subir. Tant qu'elle n'arrivera pas à coller le Hill contre la cage et à essayer de l'emmener par terre. Tout ce qui est échange au centre de la cage ou voilà, toutes les sorties, je pense qu'elle sera en difficulté sur le striking. Ce qui est assez évident parce qu'il lui est supérieur. Mais Hill en MMA, elle a subi voilà, beaucoup de défaites. Elle tient jusqu'au bout, mais elle se fait souvent emmener au sol, c'est le risque. L'avantage pour Pinheiro, ce serait voilà, d'utiliser la lutte et d'essayer d'emmener Hill au sol et de la contrôler. Et je pense que pour tout ce qui est grappling, voilà, c'est elle qui va dominer. Mais je vois plutôt Hill être capable de l'empêcher, Pinheiro, de l'emmener au sol. Elle a une grosse expérience, elle a quasiment 30 combats en MMA, contre moins de 15, la moitié seulement pour la brésilienne. Alors après, il y a l'âge aussi, voilà, Angela Hill, elle a quasiment 40 ans. Elle a 39 ans et son adversaire est plus jeune, plus fraîche, on va dire, physiquement en tout cas. Moins d'expérience, c'est sûr, mais elle a quand même 5 victoires par soumission. Donc elle est capable d'aller d'emmener au sol et de terminer ses adversaires. Mais Hill, comme je l'ai dit, elle a que 2 défaites par soumission sur ses 13 défaites. Donc elle est très compliquée à terminer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est favorite sur ce combat. On va regarder les cotes. On retrouve donc Hill favorite avec une cote à 1,61 contre une cote à 2,20 pour la brésilienne. Ça reste quand même des cotes assez serrées, donc je vous conseille quand même de choisir l'américaine. Je pense que ça reste quand même le choix le moins risqué de choisir l'américaine parce que j'ai plus confiance en son striking et sa capacité à empêcher la brésilienne de l'emmener au sol que l'inverse. Et c'est un 3 rounds. Je vois bien l'américaine remporter au minimum 2 rounds sur 3 si ça va à la décision. Donc je vous conseille donc de choisir Angela Hill, les amis. On enchaîne sur le combat suivant. On retrouve ensuite en deuxième combat catégorie Bantamweight Adrian Yanez contre Vinicius Salvador. Alors Adrian Yanez, il est américain, il a 30 ans, 16 victoires pour 5 défaites en carrière. Sur ces 16 victoires, on a 10 finishes par KO technique, 2 par soumission et seulement 4 par décision. Pour ses défaites, il a perdu 2 fois par KO technique et 3 fois par décision. Ces 2 défaites par KO technique, c'est ses 2 derniers combats. Il a perdu son dernier combat contre Jonathan Martinez à l'UFC Fight Night 230 au mois d'octobre l'année dernière par KO technique à force de trop de low kick en fait, trop de gros low kick dans les jambes. Et il a perdu juste avant ça contre le solide Rob Font, c'était à l'UFC 287 au mois d'avril l'année dernière. Il a perdu par KO technique également au premier round cette fois-ci. Donc il est sur 2 défaites Yanez. Mais avant ça, il avait enchaîné quand même une super série de victoires. Depuis les Dana White Contender en 2020, il avait enchaîné quasiment que des victoires par finish, à part seulement un split decision contre Dave Grant en 2021. Il avait enchaîné quand même en 2021 3 victoires par finish. 2 victoires par finish et une en 2022 où il avait battu Tony Calais, c'était par KO technique au premier round. Et donc maintenant il reste sur ses 2 dernières défaites. Mais voilà, contre Rob Font et Jonathan Martinez, il a donc affronté des adversaires très solides, Adrian Yanez. Et il est opposé au Brésilien Vinicius Salvador, qui lui a 27 ans, il est très jeune, 14 victoires pour 6 défaites en carrière. Sur ces 14 victoires, on a 13 victoires par finish, par KO technique et une par soumission. Aucune victoire par décision, lui c'est que des finishes. Et ses défaites, il a perdu 2 fois par KO technique, 1 fois par soumission et 3 fois par décision. Donc le Brésilien, il est quand même, c'est-à-dire que ça va très rarement à la décision, que ce soit même quand il perd, il a 50% de ses défaites qui sont allées au finish. Et il est sur 2 défaites, donc du coup sur ses 2 derniers combats. Il avait perdu contre Silgi Vergara, c'était à l'UFC 291 au mois de juillet l'année dernière, par décision. Et avant ça, il avait perdu également un combat par décision unanime à l'UFC ESPN 43 au mois de mars, il y a un peu plus d'1 an l'année dernière. Avant ça, il avait réussi son entrée au Dana White par les Dana White Contender avec une victoire par KO technique au 2e round. Et avant ça, si on remonte, toutes ses victoires, c'était dans des petites organisations, c'était pas à l'UFC. Pour l'instant, son arrivée à l'UFC au Brésilien, elle est un peu compliquée. Sa seule victoire, c'était au Dana White Contender. Et il est sur 2 défaites, il reste sur 2 défaites. Donc Adrian Yanez a beaucoup plus d'expérience que lui, il a affronté des adversaires beaucoup plus solides. Même si le palmarès du Brésilien est impressionnant, c'était beaucoup de victoires en dehors de l'UFC. Donc il part pas favori, on va regarder les cotes. On retrouve Yanez favori avec une cote à 1,27 et une énorme cote à 3,45 pour Salvador. Alors c'est tentant, mais bon, pour un combattant qui a 2 défaites pour ses 2 premiers combats vraiment à l'UFC, c'est compliqué. Yanez, il est sur 2 défaites également, mais voilà, face à Rob Font et Jonathan Martinez.
Avant ça, il avait quand même enchaîné une sacrée série de victoires. Donc il est à l'UFC depuis maintenant 4 ans quasiment, ouais, 5 ans même. Et Vinicius Salvador manque encore d'expérience dans la cage. C'est peut-être un peu tôt pour affronter un adversaire aussi solide qu'Yanez, surtout après 2 défaites. Alors après, c'était des défaites par décision. Il est solide, comme je vous l'ai dit, on ne termine pas comme ça le Brésilien, mais ça me paraît compliqué. J'ai peur que ce soit encore une marche trop élevée pour lui, Yanez. Et à l'inverse, Yanez, il va pouvoir sûrement se refaire sur ce combat-là. Alors attention quand même au Brésilien, qui lui aussi, c'est une machine à KO. Il a énormément de finish par KO, il en a 13. Même si c'est en dehors de l'UFC, ça reste quand même quelqu'un qui a la foudre dans les poings. Les deux, ils aiment le striking. Donc je pense que le combat va rester debout. Je vois pas vraiment Vinicius essayer d'emmener Yanez au sol. Ils vont tous les deux, je pense, striker et on peut avoir même un finish. Donc je pense que le choix le moins risqué, ça reste l'américain Adrian Yanez. Alors sa cote à 1,27 est trop basse pour un pari simple, mais ce sera pour un combiné de 2 ou sinon dans le combiné des 5 combats. En tout cas, la cote à 3,45 de Vinicius est vraiment alléchante. Ça donne envie de tenter un billet dessus, mais ça me paraît vraiment trop risqué, les amis. Je vous conseille de rester prudent et de rester sur Yanez. Et on enchaîne sur le combat suivant. Et on retrouve ensuite en combat catégorie light heavyweight Oumar Sy contre Antonio Trocoli. Oumar Sy, il est français, il a 28 ans, il a 9 victoires pour 0 défaite en carrière. Invaincu pour le moment, sur ces 9 victoires, il a 4 finishes par KO technique ou KO. 3 par soumission et seulement 2 décisions. Donc 7 finishes sur ces 9 victoires pour le français qui vient enfin de signer à l'UFC. Il va donc faire ses débuts, ça va être son premier combat dans l'organisation puisqu'avant ça il avait combattu par exemple dans l'organisation le roi des combattants, c'était au mois de juin l'année dernière où il avait gagné par KO technique au premier round. Il avait combattu au KSW numéro 80, c'était au mois de mars l'année dernière, donc il y a un peu plus d'1 an. Il avait gagné par soumission au premier round également. Donc pour l'instant, il a combattu dans plein d'organisations, même au Ares. Il a combattu également au Ares, c'était en 2022 où il avait gagné par décision. Donc le français a fait le tour de toutes les organisations, même si on remonte en 2019, il a combattu au 100% Fight pour son deuxième combat à l'époque. Où il avait gagné par KO au premier round également. Donc voilà, Oumar Sy a fait le tour la plupart des organisations d'Europe et il était temps qu'il signe à l'UFC. Il est donc opposé au Brésilien Antonio Trocoli qui lui a 12 victoires pour seulement 3 défaites en carrière. Sur ces 12 victoires, on a 3 finishes par KO technique, 5 par soumission et 4 décisions. Énormément de finishes également pour le Brésilien. Pour ses défaites, il a seulement une défaite par KO technique et 2 par décision. Sa défaite d'ailleurs, c'était par TKO, c'était au Jungle Fight en 2017. D'ailleurs, ces 2 autres défaites remontent en 2016. Il n'a pas perdu depuis 2017 le Brésilien. Il a combattu donc au Jungle Fight, il a combattu comment s'appelle l'organisation, je ne me rappelle plus du nom. Ah oui non, en fait c'était au Dana White Contender, c'est ça que j'avais retenu, mais il y a eu un no contest. No contest en 2019, donc du coup il a ensuite eu une pause de 2 ans, il avait dû se blesser le Brésilien, il a combattu en novembre 2021. C'est son dernier combat pour l'instant, donc ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Et face à Oumar Sy, le français, qui lui, son dernier combat remonte à 1 an quasiment, c'était au mois de juin l'année dernière. Ça va être compliqué, je pense, pour lui. Alors, mais il est quand même complet, le Brésilien, vous l'avez vu, capable de soumettre comme d'éteindre la lumière. Mais face au Français, je pense que le Français, à mon avis, est beaucoup plus compétent, a beaucoup plus de qualité que le Brésilien. Et je le vois bien être capable de remporter cette victoire. Alors peut-être par décision, pas sûr qu'il réussisse à terminer Trocoli, le Français, parce qu'il est solide, comme je vous disais, le Brésilien, sur ses finishes. Il a perdu qu'une seule fois par KO technique, sinon ça a été 2 décisions et ça remonte quand même à un sacré moment. Donc souvent pour un premier combat à l'UFC, on est un peu plus mesuré quand on débute forcément et je pense qu'Oumar Sy ne va pas prendre trop de risques, il va faire le taf et il devrait remporter ce combat par décision. On va regarder les cotes. On retrouve le Français favori avec une cote à 1,34 et une grosse cote à 2,97 pour le Brésilien. Donc je vous conseille quand même de choisir le Français. Les deux font leur début à l'UFC, donc voilà, ça va être compliqué, je pense. Il y aura peut-être peu d'engagement. Après, ça ne veut rien dire. Il y en a sur leur premier combat à l'UFC, ils donnent absolument tout pour se faire remarquer. Mais voilà, je vois une victoire par décision pour Oumar Sy. Donc je pense que ça reste quand même le choix le moins risqué. Le Brésilien, il n'a pas combattu depuis presque 2 ans, donc j'ai plus confiance dans les capacités du Français de remporter cette victoire. Alors c'est tous les deux leur premier combat à l'UFC, comme j'ai dit juste avant, donc pas trop de risques les amis sur ce combat-là. Voilà, attendons de voir au moins un premier combat du Français, comment il va réagir dans la cage de l'UFC.
avant de s'emballer. En plus la cote à 1,34 est très basse. Donc pour un combiné de 2 et pour le combiné de 5, ça suffira largement. On enchaîne sur le combat suivant et comme main event, c'est parti. On retrouve en co-main event catégorie welterweight Khalin Williams contre Carlston Harris. Alors Williams, il est américain, il a 30 ans, 14 victoires pour seulement 3 défaites en carrière. Sur ces 14 victoires, on compte 7 finishes par KO technique, une seule soumission et 6 décisions. Ces 3 défaites, elles ont été uniquement par décision. Son dernier combat, c'était à l'UFC 288 il y a un an, au mois de mai l'année dernière. Il avait battu par split decision. C'était Rolando Bedoya qu'il avait battu... Ah bah oui, je viens de le dire, par split decision. Avant ça, il avait perdu contre Randy Brun à l'UFC 274, également par split decision. Et si on remonte en 2021, il avait battu par KO technique, c'était à l'UFC Fight Night 197, il avait battu Miguel Beza par KO technique au 3e round. Et sur la même année, plutôt au mois de juin 2021, il avait également une victoire par décision unanime. Et si on remonte un peu plus loin, en décembre 2020, il avait une défaite contre Michel Pereira, le très solide brésilien Michel Pereira. On remonte en 2020 également un petit peu plus au mois de novembre, au mois de février, il avait 2 victoires par KO contre Abdul Razak Al-Hassan et contre Alex Morono. Donc il a quand même mis KO des combattants très solides, Williams. Il a pêché contre Pereira et contre Randy Brun, il a perdu par split decision. Ça reste quand même un profil de striker qui cherche le KO. Sur ses 14 victoires, il a quand même 7 finishes par KO technique. Donc ça reste quand même il a la foudre dans les poings, Williams. Il a quand même réussi à finir des gros noms dans cette catégorie welterweight. Il est donc opposé à Carlston Harris, lui qui vient de Guyane. 19 victoires pour 5 défaites en carrière, il a 36 ans déjà. Sur ses 19 victoires, il a 5 victoires par KO technique, 6 par soumission et 8 décisions. Pour ses défaites, il a perdu 2 fois par finish par KO technique et 3 fois par décision. Pour ses 2 derniers combats, c'est 2 victoires, une par soumission, où il a battu Jeremy Wells à l'UFC en ESPN numéro 50 l'année dernière. Il avait battu donc par soumission au 3e round et avant ça, il avait battu Jared Godden par décision unanime, c'était au mois de mars l'année dernière. Pour l'année 2022, il avait une défaite au mois de février par KO au 1er round contre Shavkat Rakhmonov. Et avant ça, il avait quand même réussi à battre par KO technique en 2021 Impai Kazanganeh. Et il avait battu aussi Christian Aguilera par soumission au 1er round en 2021 au mois de mai, donc il y a 3 ans. Donc parcours à l'UFC assez propre pour l'instant, pour le Guyanais. Il a des victoires avec des finishes et il a perdu contre le très solide Shavkat Rakhmonov. Beaucoup de victoires par finish, par soumission également, donc je pense qu'il aura plus de bagages au sol que Williams. Il va sûrement essayer, je pense, d'emmener le combat au sol. Le Guyanais, et face à Williams, ça va être compliqué le striking. Et son avantage sera plus au sol. Et ça va être, je pense, un combat relativement très serré à mon avis. On va voir les cotes d'ailleurs. On retrouve favori l'américain avec une cote à 1,65 et une cote à 2,12 pour le Guyanais. Vous voyez, c'est très serré. Williams, il a, je pense, l'avantage en striking. Harris, il est plus complet, donc il pourrait être capable d'emmener le combat au sol et d'aller chercher éventuellement une soumission ou peut-être même juste de la domination sur les 3 rounds. C'est quand même un combat très serré, vraiment ça. Je suis partagé sur celui-ci. J'ai plus envie de tenter Williams parce que voilà, il a que 3 défaites par décision, il est très compliqué à finir. On l'a déjà vu, même quand il avait perdu par split decision contre Randy Brun, ça avait été très serré. Harris, il a déjà perdu 2 fois par KO ou KO technique contre Rakhmonov. Il avait pris un KO en striking, donc je donnerai quand même l'avantage à Williams, mais ça va à mon avis être un combat vraiment très serré les amis, donc voilà, faudra pas prendre de risque sur celui-ci. Je conseille donc de choisir Khalin Chaos Williams. Je pense que voilà, il a plus de chances de remporter la victoire. Il est aussi plus jeune que son adversaire, plus frais, il a déjà 36 ans Harris. Après, même si on a vu c'est sur les dernières UFC ces derniers temps que les vétérans ils étaient toujours là au rendez-vous pour la plupart. Donc ça reste quand même un combat relativement compliqué à pronostiquer, mais je vous conseille quand même de choisir l'américain, ça me semble quand même être le choix le moins risqué les amis. On enchaîne sur le dernier combat et main event, c'est parti. Et on retrouve en dernier combat en main event, catégorie featherweight, Edson Barboza contre Lerone Murphy. Barboza, il est brésilien, il a 38 ans, 24 victoires pour 11 défaites en carrière, c'est un vétéran. 14 victoires par finish par KO
KO technique sur ses 24 victoires, une seule par soumission et 9 décisions. Pour ses défaites, il a perdu sur ses 11 défaites 4 fois par finish par KO technique, 2 par soumission et 5 par décision. Donc comme je viens de le dire, hein, c'est un vétéran, le Brésilien, il est à l'UFC depuis, ça fait plus de 10 ans hein, maintenant. Il était arrivé, c'était en plus que ça, 15 ans, ouais, c'était en 2010 à l'UFC 123. Il avait enchaîné une belle série de 5 victoires avant de perdre contre Jamie Varner. Il avait enchaîné ensuite 3 belles victoires en 2013 avant de perdre contre Donald Cerrone en 2014. Il avait enchaîné ensuite 2 belles victoires, mais il avait perdu contre Michael Johnson. Par décision, c'était en 2015. Ensuite, il avait battu Paul Felder, mais il avait perdu toujours en 2015 contre Tony Ferguson. Ensuite, il a battu en 2016 Anthony Pettis, Gilbert Melendez et Beneil Dariush, qui lui a donné un combat contre Khabib Nurmagomedov, mais il a perdu par décision en 2017. Ensuite, il a perdu par KO technique contre Kevin Lee en 2018. Il a battu Dan Hooker en 2018, fin d'année au mois de décembre. Et en 2019, il a subi un énorme KO contre Justin Gaethje. Contre Paul Felder au mois de septembre, une split decision. Et en 2020, contre Danny Jeux, split decision également, pour ses débuts dans les featherweight, il me semble. Ensuite, il avait battu Sean Burgos en 2021. Il a perdu au mois d'août 2021 contre Giga Chikadze par KO technique. Contre Bryce Mitchell par décision unanime en 2022. Donc ça avait été compliqué chez les featherweight hein, pour Barboza. C'était un parcours en dents de scie, comme chez les lightweight d'ailleurs. Il avait souvent pêché contre le top de la catégorie chez les lightweight et chez les featherweight, ça a été un peu la même chose. Mais depuis 2023, depuis l'année dernière, il est sur 2 belles victoires. Une par KO par coup de genou au premier round contre Billy Quarantillo et une contre Sodiq Youssouf par décision unanime au mois d'octobre l'année dernière en 5 rounds. C'était un main event. Et il s'était montré solide contre Youssouf parce qu'il a quand même déjà, comme je vous l'ai dit, 38 ans, Barboza. C'est un vétéran, il a connu tellement de guerres, il a subi tellement de KO, il en a donné également. Et il a d'énormes low kicks. Barboza, il est capable de faire abandonner ses adversaires avec la puissance de ses low kicks en détruisant les jambes tout simplement hein, de son adversaire. Donc c'est un vétéran qui reste en très bonne forme physique, qui a énormément d'expérience, surtout en striking, très compliqué à emmener au sol. Il a aussi un très bon jiu-jitsu brésilien, il est capable de se défendre. Quand il s'était fait dominer contre Khabib, bon voilà, c'était contre un des meilleurs combattants de l'histoire du MMA. Donc le Brésilien, il a affronté tout le monde à l'UFC, il est là depuis très très longtemps. Un vrai vétéran. Et il est opposé à l'anglais, Lerone Murphy, l'anglais qui est invaincu en carrière, 32 ans, 13 victoires, 0 défaites. 7 victoires par KO technique et 6 décisions. Pas de soumission pour l'anglais, c'est vraiment lui aussi un striker. Et pour ses derniers combats, ça remonte au mois de juillet l'année dernière où il avait battu Joshua Culibao par décision unanime. C'était à l'UFC Fight Night 224, c'était sur, je me souviens, sur ma 2e vidéo, il me semble. Il avait avant ça une victoire par split decision contre Gabriel Santos à l'UFC 286 au mois de mars 2023. Et il faut remonter en fin d'année 2021 où il avait battu par KO, c'était à l'UFC 267. Il avait une victoire par KO 2e round et une victoire par décision unanime aussi en mois de janvier 2021. On peut même remonter au mois de juillet 2020, il avait gagné par KO technique contre Ricardo Ramos. Il avait fait un match nul, c'était à l'UFC 242 en 2019, donc il est à l'UFC depuis un petit moment aussi l'anglais, hein. C'est pas un nouveau venu non plus, il a 5 ans quasiment dans l'organisation. Toujours invaincu parce qu'il n'a pas énormément combattu, hein. Il n'a eu que 2 combats en 2019, 1 en 2020, 2 en 2021 et 2 en 2023. Donc aucun combat en 2022. Je pense qu'il a eu des blessures. C'est souvent ce qui arrive aux combattants malheureusement qui font des longues pauses comme ça dans leur carrière. Donc Lerone Murphy va avoir fort à faire puisqu'il avait affronté jusqu'à aujourd'hui un petit peu que des seconds couteaux hein, à l'UFC. Et Edson Barboza, ça va être le plus gros combat de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Le Brésilien, je vous l'ai dit, c'est un vétéran. Il a affronté tout le monde. Donc ça va être essentiellement du striking. Hein. Lerone Murphy, il a 7 victoires par finish sur ses 13 victoires en MMA. Donc je vois vraiment pas aucun des deux essayer de tenter, que ce soit un takedown, essayer de tenter d'aller lutter contre la cage, à moins vraiment de ne pas en avoir le choix parce qu'il aurait été touché et que voilà, ce sera vraiment pour essayer de ne pas se faire finir. Pour ce qui est de l'avantage, je donnerais quand même un avantage à Barboza, je pense en tout cas sur les low kicks, l'expérience. Mais Murphy, il est beaucoup plus jeune. Il est en confiance, hein, combattant invaincu, on a toujours la confiance. Mais Barboza, il est sur 2 belles victoires. Oh là, ça va vraiment être compliqué ce combat-là.
Ça va être très très compliqué à choisir les amis. Je pense que le choix le moins risqué serait quand même de partir sur Murphy l'anglais qui est invaincu bien sûr, qui est en confiance, qui est plus jeune, qui est sur une belle lancée, même s'il a très peu combattu. Il a quand même voilà, 2 combats, il est sur deux victoires en 2023, l'année dernière. Donc ça va quand même être... en plus c'est un synchrone et Barboza il a montré sur son dernier combat hein, qu'il était capable, qu'il avait encore le cardio et qu'il avait encore la trempe d'aller jusqu'au bout. Et que pour Youssouf, bah, ça avait été compliqué dans les 2 rounds de championnat, les 2 rounds, le 4 et 5. Pour ce qui est de Murphy, bah, lui les combats en synchrone, il ne connaît pas. Hein. Pour l'instant c'est que des finishes au premier round ou au deuxième round ou des décisions en 3 rounds. Donc il faudrait vraiment que Lerone Murphy arrive à trouver la clé pour finir Barboza parce que si ça va plus loin, voilà, même s'il est plus jeune, on a souvent tendance à se dire qu'un combattant plus jeune il va être plus frais sur la durée du combat, mais voilà, Barboza il a montré contre Youssouf qu'il était capable de tenir sur les rounds 4 et 5 et d'être même très efficace sur les derniers rounds. Donc je pense que ça va quand même être compliqué pour l'anglais si le combat il va un petit peu plus loin après le round 3 ou le round 4. On va regarder les cotes. On retrouve du coup l'anglais favori, une cote à 1,61, une cote à 2,20 pour le brésilien. Ça reste quand même relativement serré. Lerone Murphy reste favori, normal, il est plus jeune, il est invaincu en MMA pour l'instant, mais attention à l'expérience de Barboza. Moi, je me méfie là ces derniers temps. Beaucoup de vétérans, finalement, comme Carlos Diego Ferreira, hein, qui a battu Mateus Rebecki là, à l'UFC samedi dernier. Donc faut se méfier des vétérans, ils en ont encore sous le coude hein, et je pense que Barboza, son menton par contre est peut-être un peu fragile, il a subi quand même beaucoup de KO. Donc je vous conseillerais quand même on va quand même partir sur l'anglais, je pense que ça va quand même être le choix le moins risqué. Donc ouais, ça faudra quand même rester très mesuré sur ce combat là aussi les amis, hein. C'est pas un UFC avec des combats faciles à pronostiquer malheureusement. Même s'il a invaincu Lerone Murphy, donc il part favori, mais voilà, je pense que le Brésilien, il a des chances de remporter la victoire aussi, donc je suis très partagé encore sur ce combat-là. Et je vous conseille de choisir le favori, j'ai pas envie de tenter la cote à 2,20 de Barboza, elle est intéressante aussi, mais je pense que rester sur Murphy, ça reste quand même voilà, plus raisonnable. Voilà, on a terminé avec l'analyse et pronostic de cette UFC Fight Night numéro 241. J'espère que ces pronostics vont être bons. En tout cas, nous, on se retrouvera pour le Bellator vendredi. Enfin, j'ai déjà fait la vidéo, mais je veux dire, on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour l'UFC 302. Makhachev contre Poirier qui se passera le 1er juin. Là, c'était le dernier UFC du mois de mai. On a donc le Bellator vendredi prochain et l'UFC juste après. Et après, on aura au mois de juin, début juin, l'UFC numéro 302. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce pour le référencement. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens ils sont dans la description de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs les amis, c'est dangereux et risqué. Je vais toujours de façon ludique et réfléchie, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à bientôt. Ciao à tous.